Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama pour le premier Texama Show du mois de juillet. Alors, Texama Show c'est en rapport avec le mois de juillet parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'été. Sauf qu'en ce moment il fait pas trop chaud en fait, mais bon, c'est pas grave. Je me suis coupé les cheveux et la barbe, donc oui c'est bien moi, je n'ai pas usurpé l'identité d'Aurélien Sama, ne vous inquiétez pas, je suis toujours moi. Je sais qu'il va y avoir plein de commentaires à propos de ça, donc je tiens à le traiter. Mais du coup, commençons tout de suite avec les news de la chaîne. J'ai une première petite news assez importante. C'était au niveau, je pense que vous avez vu, il y a quelques mois, je pense maintenant, enfin quelques semaines, j'avais fait une config de la semaine avec un ordinateur, enfin, j'avais recommandé des ordinateurs portables gaming. C'est une question que j'avais souvent. Du coup, j'avais recommandé notamment un Acer qui paraissait vraiment bien selon les reviews en ligne et tout ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de voir vraiment s'il est bien par moi-même. Donc, j'ai réussi à avoir des contacts avec Acer. Donc, j'ai réussi à débloquer un modèle de review. Donc, c'est un modèle que je dois renvoyer après l'avoir testé. Je tiens à le préciser. Donc, c'est purement review. Je ne sais pas si vous êtes habitué, mais dans le milieu de l'informatique, c'est très commun d'avoir des marques qui envoient un exemplaire de review à des reviewers. Ils font le test, ils renvoient après. Donc, tout est géré. C'est juste un prêt en quelque sorte. Eux, ils ont en quelque sorte de la pub, même s'ils font un mauvais produit, ils auront une mauvaise pub. Et nous, on peut faire une review sans devoir débourser le prix du truc. En tenant compte que oui, je ne suis clairement pas obligé de dire des bonnes choses dessus. Donc le voilà, j'ai déjà reçu. Donc c'est le Acer Aspire VX15. Je vais le remettre en place. Et du coup, c'est un des modèles un peu plus haut de gamme avec une GTX 1050 Ti. Donc, je pense que c'est le modèle le plus intéressant parce que s'il est bon, les autres modèles seront à peu près bons. Il y a aussi un SSD, un Core i7 de 7ème génération. Donc, une bonne petite config sans problème. Et donc, je verrai bien. Vous devrez voir la review arriver prochainement. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine encore après si je prends un peu du retard, qui vous montrera s'il est vraiment bien. Donc ce sera une véritable review, ce sera la première review que je fais vraiment de la chaîne. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des petits tests rapides ou autre chose, par exemple sur le Ryzen 7 1700, parce que je ne l'ai pas eu assez longtemps pour vraiment faire une véritable review. Là, je préfère une véritable review, donc j'essaierai d'être en détail. Ce sera une vidéo qui... Alors, sur Ryzen 7, c'était pas une review, mais j'en ai quand même pas mal parlé. Mais là, je pense qu'une petite vidéo, elle devrait faire maximum 20 minutes, la vidéo. On verra bien. Donc, j'essaierai d'être complet, parce que je sais que des gens qui voudraient acheter cet ordinateur voudraient avoir un maximum d'informations. Donc, voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas forcément l'acheter, ça fait quand même une vidéo où vous pouvez apprendre des choses. Donc, ça peut toujours être cool. En parlant d'apprendre des choses, cette transition, vous avez dû voir aussi la vidéo où j'expliquais qu'est-ce qu'un processeur. Alors, je tiens à préciser, je débute là-dedans, il faudra un petit peu de temps avant que je prenne mes marques, notamment au niveau, par exemple, pour setup correctement la caméra, ça j'ai encore un petit peu du mal, notamment au niveau du fait que la caméra s'était synchronisée avec le taux de rafraîchissement des ampoules LED que j'ai au-dessus de moi. Du coup, il y avait une sorte d'effet de, je sais pas comment ça s'appelle, mais un effet de vague, qui se balayait sur le côté de l'écran. Ça se voyait beaucoup mieux dans une vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne principale. Mais bon, ça, j'ai trouvé un moyen de régler. Il suffit juste de faire autrement, de régler mieux l'éclairage aussi. Parce que selon l'intensité de l'éclairage, le rafraîchissement n'est pas le même au niveau de l'éclairage. Donc il y a moyen de régler à ce niveau-là. Donc ne vous inquiétez pas, ça j'ai bien pris en compte. Ce sera réglé. Il y avait aussi des gens qui demandaient au niveau de l'hyper trading dans la vidéo sur les processeurs. Alors, j'ai oublié de préciser, alors j'ai pas oublié d'en parler, c'est juste que j'ai oublié de préciser que j'allais faire une vidéo dessus. Donc l'hypertrading mérite sa propre vidéo parce que c'est un sujet qu'on peut pas mal expliquer. On peut aussi expliquer le fait qu'il n'y a pas que l'hypertrading, il y a aussi le SMT chez... non, je sais plus comment il s'appelle le truc chez AMD. C'est à peu près la même chose, mais une sorte d'hypertrading aussi chez AMD. Donc j'aurai une vidéo là-dessus. J'ai oublié de préciser que j'en ferai une, mais pour un résumé très rapide de l'hypertrading que j'aurais dû normalement mettre dans la vidéo sur les processeurs, c'est que en gros vous avez toujours le même nombre de cœurs. Donc c'est pas parce que vous avez 8 threads que vous avez 8 cœurs. Un processeur 4 cœurs 8 threads a toujours 4 cœurs. C'est juste que ces 4 cœurs peuvent faire 2 choses à la fois. Donc c'est un peu comme vous pouvez faire 2 choses à la fois. Des fois ça marche, ça va nickel, genre ouvrir une porte en tenant un objet, ça va, no problemo. Mais des fois ça marche moins bien. Essayer de faire une tâche très compliquée en faisant une autre tâche très compliquée, et bof bof. Donc c'est pour ça que c'est pas parfait, mais ça permet dans les meilleures conditions de... si les conditions étaient parfaites en tout cas, de doubler les performances parce que techniquement on a weaker mais pas vraiment.
Donc voilà, c'est l'explication courte et rapide pour ceux qui la voudraient. Mais il y aura une vidéo là-dessus où j'expliquerai plus en détail. Et je montrerai un petit peu peut-être des tests, parce que j'ai un processeur Seeker 16 threads, donc je pourrais montrer justement la différence dans un programme qui exploite correctement les threads, ou même dans un jeu où j'avais fait un test sur ma chaîne principale au niveau de Minecraft, où en désactivant l'hyperthreading, je déconne pas, les performances augmentaient dans le jeu, parce que c'est bien souvent le cas, l'hyperthreading peut un peu gâcher les performances dans certains jeux. Bref, ça c'était les news de la semaine. Maintenant passons aux news de la chaîne. Passons aux news de la semaine. Donc, la première news très importante, c'est au niveau de la Radeon Vega Frontier Edition. Et c'est maintenant que je me rends compte vraiment que Frontier Edition, ça fait FE, ce qui ressemble énormément à Thunder Edition, mais bon, on va juste ignorer ça. Donc, je vous rappelle, la Vega Frontier Edition n'est pas une carte faite pour le commun des mortels ou des gamers ou autre chose. C'est une carte un peu comme la Titan X. C'est une carte semi-professionnel, donc qui a toujours un nom non professionnel, mais qui a quand même des performances professionnelles dans certaines applications, bien que sur la Titan, par exemple, elle n'a plus vraiment des bonnes performances dans la plupart des logiciels professionnels, honnêtement, parce que Nvidia l'a bridé comme pas possible. La première Titan, la toute première, avait des bonnes performances, c'était vraiment une quadro limite, sans le nom d'une quadro, mais maintenant c'est plus vraiment le cas. Alors que, justement, la Radeon Vega, ça reste une carte qui reste assez proche d'une carte professionnelle. La seule grosse différence, c'est qu'elle n'a pas des drivers certifiés professionnels. Ça peut être très important pour certaines personnes qui en ont vraiment besoin. Je pense notamment des personnes qui travaillent dans la 3D, qui ont vraiment besoin de quelque chose d'extrêmement précis. Si vous calculez de la 3D d'un objet que vous allez genre faire dans la vraie vie, genre une pièce d'avion ou autre chose, vous ne voulez pas qu'il y ait une erreur, ok? Donc vous voulez des drivers qui ont été vérifiés encore et encore et encore, et qui sont certifiés, c'est le nom. Donc ça, vous ne l'aurez pas sur la Vega Frontier Edition. Vous aurez des drivers plus classiques, mais vous aurez quand même des bonnes performances. Donc si vous êtes plus genre, il me faut des performances professionnelles dans des logiciels tels que Maya ou CAD, mais c'est pas grave s'il y a des petites erreurs, notamment si vous faites de l'animation ou ce genre de choses, ce serait plus une carte pour vous en fait. Mais là aussi, et ça AMD a fait un peu la pub dessus, elle a aussi un mode jeu. Donc vous pouvez cliquer sur un bouton dans les drivers et dire ouais, mets-toi en mode jeu, et du coup elle a des meilleures performances dans les jeux. Alors c'est clairement pas une carte pour jouer, mais elle nous donne quand même une bonne vision de ce que va donner Vega, genre les RX Vega pour le commun des mortels, genre pour les gens qui veulent jouer avec, donc qui veulent jouer à des jeux vidéo. Et c'est ça qui, selon moi, m'intéresse le plus. Alors, je vais le dire directement, il y en a peut-être certains qui vont être un petit peu déçus au niveau des performances. Il faut quand même tenir compte que ce n'est pas une carte faite pour jouer. On a encore plus d'un mois avant la... Enfin, c'est dans un mois l'annonce des RX Vega, ou en tout cas les informations. Ils ont dit qu'ils donneraient plus d'informations. Il y a une news après à propos de ça d'ailleurs. Donc voilà, ne vous attendez pas à des miracles ou autre chose. Ça permet quand même de confirmer certaines choses. Alors, on va aller voir directement. Je vais plutôt prendre les chiffres de Gamer Nexus. Donc, je regardais d'abord Doom. Doom, c'est le meilleur exemple pour AMD. Parce que Doom offre les meilleures performances sur les cartes AMD. Il est vraiment optimisé pour les cartes AMD en gros. Donc, si dans Doom, la Frontier Edition a un petit peu du mal, ça indiquera que en fait, dans d'autres jeux, ce sera encore pire. Donc là, on la voit directement. Vous pouvez regarder dans le graphique ici. Et elle est juste ici, là. Donc AMD Vega FE, c'est le modèle sous air, hein. Et c'est pas le modèle water cooling qui sera un peu plus performant. Et vous pouvez voir qu'elle est un petit peu en dessous d'une GTX 1080 de référence, donc la Thunder Edition justement. Et c'est à peu près ce qu'on voit, c'est la même histoire dans la plupart des jeux. Ça varie en fait, elle varie de la puissance d'une GTX 1070 à une 1080 selon les jeux, s'ils sont plus optimisés ou non. Ça dépend des drivers AMD en fait. Donc on va le dire directement, c'est pas une tueuse de GTX 1080 Ti comme certains croyaient. En même temps, ce n'est pas non plus la version genre grand public qu'on verra pour les PC de jeu et tout ça. Donc ça, faut le préciser. Mais ça indique quand même une certaine chose, c'est que elle n'offre pas autant de performance qu'on ne le croyait. Alors, d'ici la sortie, il y aura plus d'optimisation, enfin de la sortie des cartes pour le grand public, il y aura plus d'optimisation dans les jeux vidéo, évidemment. Enfin, pour les jeux vidéo, ils peuvent aussi, ça c'était très bien indiqué par Gamer Nexus, augmenter la fréquence pour booster un petit peu plus les performances et ce genre de choses. Mais il y a quand même
des trucs qu'on peut retenir, c'est que je pense que les RX 580 et 570 l'ont bien résumé, c'est que AMD arrive à bien tenir au niveau des performances. Donc la RX 580 a des bonnes performances, elle est au bon prix, tout, mais elle consomme plus. Et c'est exactement un petit peu la même chose que cette RX Vega. C'est que Frontier Edition, je tiens à le préciser, c'est que elle consomme quand même pas mal, plus que Nvidia. Et du coup, je pense qu'on devrait s'attendre à quelque chose comme la GTX 580, enfin la RX 580 qui sera plus genre, je pense qu'ils vont essayer de faire quand même exprès d'avoir la carte qui sortiront, qu'elle soit plus performante qu'une 1080, ils vont essayer en tout cas. Donc on devra arriver à une carte un peu plus performante qu'une 1080 mais qui consomme plus, qui du coup techniquement chauffe plus, à part s'il est bien refroidi, hein. Et donc c'est un petit peu la même conclusion que les RX 580 et les 570. Je pense. On verra bien. AMD peut nous surprendre. Peut-être qu'ils vont optimiser les choses, mais on peut pas non plus faire de miracle. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Même si moi, je me dis c'est un petit peu dommage. Vous voyez, je m'attendais peut-être un petit peu plus. Mais il faut aussi se dire que des fois, il faut pas se hyper. Il faut attendre comment les choses sont vraiment et voir ce que ça donne avant d'en juger. Donc voilà. Ça, c'était au niveau de cette RX Vega Frontier Edition. On verra bien quand sortiront les cartes, on va dire, grand public. Et d'ailleurs, elles seront annoncées en fait à SIGGRAPH. SIGGRAPH, c'est le nom d'un salon. Donc, vous avez un tweet de Radeon RX qui dit « We can't wait to announce our new Vega products. » Blablabla, bla, 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 et c'est ça à SIGGRAPH. Donc, le SIGGRAPH, c'est un salon qui se passe du 30 juillet au 3 août à Los Angeles. Donc, on aura une information à ce moment-là et on verra bien. Et apparemment, ils ont fait une promesse à leur CEO de lancer pendant le SIGGRAPH, tout ça. Il faut qu'ils la tiennent. Donc, ça se voit qu'actuellement, ils essayent d'optimiser un maximum les choses avant la sortie. Ce qui indique clairement qu'il y a encore des choses à régler. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Ça, c'était au niveau de la RX Vega Frontier Edition et des RX Vega. Maintenant, prochaine news. Alors, chaque sortie de processeur a des problèmes, ok? Quand Ryzen est sorti, il n'était pas parfaitement stable, il y avait des problèmes avec le support de la RAM. Maintenant, ça s'est largement amélioré. Quand le X99 est sorti, il n'était pas parfaitement stable non plus. Je peux en témoigner, j'ai une carte mère en X99. C'est déjà aussi arrivé que AMD, enfin même peu importe qui, ça est même arrivé que Intel sorte des processeurs qui ne soient pas parfaitement stables à leur sortie ou qui ont des problèmes carrément physiques. Je pense notamment, il y a un problème comme ça qui existe sur Skylake et sur Kaby Lake, qui peut être fixé via une mise à jour de BIOS et tout ça, mais qui fait que dans certaines conditions, si les pair trading est activé, dans certaines conditions très spécifiques, ça peut faire crasher le PC, mais c'est très spécifique. Il y a aussi le même bug d'ailleurs sur AMD Ryzen, mais c'est impossible de tomber dessus, je tiens à le préciser. Mais bon, ça existe. Et du coup, là, le nouveau, on va dire, scandale qu'on a à la sortie d'une nouvelle plateforme, c'est au niveau du X299 qui aurait des petits problèmes de VRM qui chauffent énormément. Donc, il y a la vidéo de ce mec que je ne connaissais pas, qui fait... Franchement, la vidéo était plutôt bien expliquée, tout ça, je vous invite à la regarder. C'est en anglais, il a un accent allemand, donc c'est plus facilement compréhensible, parce que les Allemands ont un accent anglais, je trouve, qui est facilement compréhensible. Et du coup, il a testé plusieurs cartes en X299, plusieurs marques différentes, et il en arrive à la conclusion que les VRM, donc les VRM, pour ceux qui se demandent, c'est l'étage d'alimentation de la carte mère pour le processeur. Donc là, on les voit ici, vous voyez ça c'est les VRM. Donc c'est ce qui apporte l'électricité au processeur. Ça permet de réguler parfaitement la tension qui est donnée au processeur pour que l'électricité soit vraiment sans perturbation, vraiment. Parce que le problème, c'est qu'un processeur, ça peut être perturbé par la moindre petit problème. Du coup, il faut que ce soit parfaitement fluide en quelque sorte. Et du coup, comme ça traite l'électricité, ça chauffe. Les VRM peuvent tenir jusqu'à... en tout cas, ce qui compose les VRM peuvent tenir jusqu'à 120 degrés. Donc si vous voyez, par exemple, on voit souvent, il y a eu un scandale comme ça au niveau de EVGA, où il y avait des problèmes de cartes graphiques qui avaient pris feu, et les gens disaient que c'est parce que les VRM étaient mal refroidis, elles chauffaient à 80 degrés. En réalité, c'est pas ça qui avait causé le problème, c'est juste que les gens, quand ils voient 80 degrés, ils se disent « Wow, c'est énorme ». C'est pas énorme pour des VRM, c'est un petit peu haut, mais c'est pas énorme. Par contre, là, on atteint
un niveau, disons, un peu trop élevé. Donc, il a fait 2 tests, je l'ai montré ici. Donc, il a collé un truc à l'arrière des VRM. Donc, ça, c'est l'arrière de la carte mère. Il en a collé un sur le radiateur des VRM. Et du coup, le radiateur était à 84 degrés Celsius, c'est pas des Fahrenheit. Et l'arrière était à 105 degrés. L'arrière, c'est même pas la véritable VRM. C'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas les puces directement qui sont à cette température. Donc elles étaient certainement, il a dit dans la vidéo, elles étaient certainement à 120-130 degrés. Ce qui est d'ailleurs leur limite. Et c'est pour ça que quand elles atteignent leur limite, elles, en gros, elles coupent l'électricité pour le processeur, enfin elles réduisent pour réduire leur chauffe. Donc le processeur perd en fréquence et il diminue en vitesse et en performance. Donc. Et ça, du coup, c'est un gros problème. C'est vraiment un véritable gros problème. Déjà, il a testé plein de cartes mères, même des cartes mères qui coûtent assez cher, et elles avaient toutes le même problème. Donc ça, on peut déjà se dire, c'est pas un problème isolé. Et le truc, c'est pas possible de le fixer. C'est impossible. Alors, il avait un fixe, et ça, c'est assez étonnant. Il retirait le radiateur, il mettait juste un ventilateur par-dessus les VRM, donc sans radiateur, hein, comme ça. Elles étaient mieux refroidies, elles chauffaient à 80 degrés maximum derrière le PCB. Et là, tu te dis, what the fuck? Pourquoi en retirant le radiateur, j'ai des meilleures performances? Donc, ça veut dire qu'en gros, le radiateur ne sert juste à rien. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la vidéo. Et le truc, c'est que c'est très inquiétant parce qu'il n'y a pas de fixe. C'est physique, le problème. Encore sur le X99 à sa sortie, l'instabilité, une mise à jour BIOS, c'est réglé. Ryzen, une mise à jour BIOS, c'est réglé. Là, vous ne pouvez pas faire une mise à jour BIOS. Donc moi, je vous le dis directement. Si vous comptez acheter du X299, attendez. Bon, déjà, il faudrait que vous attendiez parce qu'il y a Threadripper qui arrive. Mais attendez vraiment, même si vous êtes décidé de le prendre, que des meilleures cartes mères sortent avec un meilleur étage d'alimentation, un meilleur refroidissement. Apparemment, Asus est déjà au courant et sur la Apex qui vont sortir. Non, ou l'Astrix, je ne sais plus. Oh, non, c'était l'Apex. Ils vont sortir une Asus Apex X299. Ils ont dit qu'apparemment, cette carte mère aurait un meilleur refroidissement pour les VRM. Donc, il faut voir. Et il y avait aussi un autre point qui soulevait, c'est que, vous voyez, l'alimentation du processeur n'a qu'un 8 pins. Un 8 pins, normalement, c'est largement suffisant. Le problème, c'est que ces processeurs-là prennent tellement de watts. On l'a vu à leur sortie. Intel a vraiment poussé un maximum la fréquence pour tenir face à AMD, et du coup les processeurs consomment énormément, et le problème c'est qu'ils consomment tellement en overclocking. Alors si vous overclockez pas de problème à ce niveau là, mais si vous overclockez donc c'est là que vous commencez à avoir des énormes températures sur les VRM, hein. Je tiens à préciser que oui, c'était en overclocking, hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'est quand vous commencez à overclocker que ça augmente très haut. Mais bon, vous devriez quand même pas, selon moi, acheter une carte mère qui a autant de mal juste parce que vous faites un petit overclocking. Mais bon, l'autre problème aussi, c'était que le 8 pin, le câble carrément d'alimentation chauffait. Donc, l'électricité, quand elle passe dans un matériau, selon la résistance du matériau, le matériau va plus ou moins chauffer. Donc, si ça conduit bien l'électricité, le matériau va moins chauffer, parce que l'électricité passe sans rencontrer de résistance. Par contre, si elle entre dans quelque chose qui offre beaucoup de résistance, ça va chauffer, voire même brûler le matériau. Je pense notamment au bois qui brûle directement. Du coup, là, le problème, c'est que même si c'est des câbles en cuivre qui conduisent bien l'électricité, ils conduisent tellement d'électricité ils chauffent, en fait. Toute l'électricité qui est perdue dans le câble, parce qu'il y en a toujours, arrive à vraiment radier du câble et faire de la chaleur, en gros. Et il avait testé que le câble était à 80 degrés à la sortie de l'alimentation. 80 degrés, vous imaginez? C'était abusé. Du coup, il a aussi fait une autre recommandation, c'est prenez une carte mère si vous overclockez, en tout cas. Une carte mère avec plus qu'un 8 pin, prenez une carte mère avec un 8 pin et un 4 pin. Ou sinon, vous allez avoir des câbles à 80 degrés dans votre PC, ce serait pas très cool. Donc ouais, du coup oui, le truc à retenir, c'est que il y a pas mal de problèmes, il faudrait mieux attendre, même si vous overclockez pas, selon moi, vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose qui pourrait avoir des problèmes dans le futur, parce que oui, ça va peut-être maintenant, mais peut-être plus tard, avec le fait que ça vieillisse, que ce soit moins bien refroidi, ça va consommer plus et que ça va faire chauffer plus les VRM. Je vous le déconseillerais fortement. Et aussi, du coup, à qui est la faute? Alors, il y a deux
il a bien précisé dans sa vidéo, et je suis assez d'accord, c'est que la faute est un petit peu à tout le monde. Le truc, c'est qu'Intel a avancé la sortie du X299, il faut le savoir. Normalement, ça devait sortir en août. Ils l'ont sorti fin juin, en avance. Et le problème que ça a causé, c'est que les constructeurs de cartes mères n'étaient pas prêts. Et ils ont dû sortir un peu des cartes mères à l'arrache. Et c'est comme ça qu'on a eu cette situation-là. Et c'est un énorme problème parce que vous y pensez bien, ça pourrait mal finir. Ce genre de température, surtout au niveau des câbles, ça pourrait prendre feu chez quelqu'un. Donc ça, c'est assez dangereux. Donc attendez des nouvelles cartes mères, révisez, regardez bien les reviews de cartes mères avant de les acheter sur le X299 et tout devra aller correctement. Mais bon, clairement un gros problème quand même. Et juste envie de dire, comment on en est arrivé là, quoi. Bon allez, du coup, prochaine news. Encore une fois de processeurs. Il y a beaucoup de news de processeurs aujourd'hui. Enfin, avant c'était des processeurs graphiques. Mais bon, ça a quand même un rapport. AMD a dévoilé les Ryzen Pro Desktop, qui sont tout simplement des Ryzen normaux, mais avec une dénomination Pro, et aussi des fonctionnalités orientées Pro. Et cette fonctionnalité concerne surtout l'encryption. Donc vous avez une technologie d'encryption de la RAM à la volée. Donc ça permet tout simplement de sécuriser vos applications. Alors je vais le dire directement, c'est pas un processeur pour vous et moi. Même pour quelqu'un qui fait de l'édition vidéo ou chose, ça sert à rien. Ce genre de processeur, c'est pour des gens qui ont besoin que leurs données soient à l'abri. Je pense notamment peut-être des gens qui ont des bases de données très importantes, qui tournent sur le processeur et qui veulent que la base de données qui est gardée en partie en RAM soit sécurisée, qu'il n'y ait pas un programme sur le PC qui puisse lire le contenu de la RAM et commencer à déchiffrer les choses. Alors, c'était quand même possible d'encrypter la RAM avant, je tiens à le préciser. Si vous faites un logiciel, vous pouvez vous-même encrypter votre RAM en quelque sorte, mais ça prend des performances. Là, c'est une solution un peu plus intégrée au processeur, donc ça veut dire que c'est plus rapide, ça impacte moins les performances, mais ça impactera quand même les performances. Quoi qu'il arrive, encrypter les données impacte les performances en partie. Mais quand c'est intégré directement au matériel, ça impacte moins quand même. Donc ce sera très intéressant pour certaines personnes, mais c'est clairement pas pour le commun des mortels. Je tenais en fait à en parler parce que j'ai vu des gens m'en dire « Ouais, il y a les Ryzen Pro qui sont sortis !» Alors, le truc, c'est que les gens ont perdu le sens de la dénomination Pro avec Apple qui met Pro partout, même pour des trucs qui sont pas du tout Pro. Mais là, c'est réellement un processeur Pro pour des professionnels qui en ont vraiment besoin. Donc, ignorez-le juste, ce n'est pas pour vous, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo ou autre chose, c'est vraiment dans ce genre de cas. Et ce qui était très intéressant, c'est que le plus haut de gamme, c'est le 1700X Pro, donc, et il n'y a pas le 1800X, et ça indiquerait clairement que AMD a compris qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent le 1800X, parce que le 1800X, il est bien, mais le 1700X se débrouille aussi bien, et vous pouvez l'overclocker pour rattraper le 1800X. Et puis le 1700 n'a peut-être pas toutes les fonctionnalités du 1700X, mais lui aussi peut s'overclocker et atteindre le niveau du 1800X. Donc voilà. Mais bon, bref, je voulais juste en parler pour ceux qui se posent la question. Prochaine news, c'est au niveau... Alors ça, c'est un article assez intéressant de Tech Power Up. Je voulais en parler parce que c'est une question que je vois très souvent. J'en ferai certainement une vidéo sur le sujet, mais la durée de vie des SSD. Alors, un SSD utilise de la mémoire, de la ROM pour être plus exact. C'est de la mémoire morte. Donc, c'est-à-dire que elle retient les données qu'elle a en mémoire, même si elle n'est pas alimentée électriquement. Donc ça, c'est assez important à retenir. Le problème, c'est que cette ROM, au bout d'un moment, à force d'écrire dedans, la cellule de mémoire se dégrade et finit par mourir. Donc, à force, votre SSD va diminuer en taille de plus en plus. Donc c'est comme ça qu'un SSD meurt. C'est un peu comme une clé USB, au final, parce que ça utilise le même genre de RAM. Le même genre de mémoire. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets au niveau des SSD parce qu'ils croient qu'un SSD ça va mourir hyper vite, qu'après 3 ans il va déjà mourir. En plus, si vous ne savez pas, il y a différents types de mémoire. Vous avez la TLC, la MLC, la SLC. Alors la SLC, vous mettez seulement 1 bit de données par cellule de mémoire. Ok. La MLC, vous mettez 2 bits et 2 bits. Je vais le préciser, sinon il y en a des gens qui vont rigoler dans les commentaires. Et la TLC, vous mettez 3 bits. Donc, vous le comprendrez bien, avec la TLC, vous avez 3 fois plus de densité de stockage. Génial. Le problème, c'est comme vous enregistrez 3 fois plus de trucs, vous utilisez la mémoire, et en particulier la cellule mémoire, 3 fois plus vite.
Donc vous dégradez plus vite sa durée de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui stressent à acheter des SSD en TLC parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils vont mourir en un rien de temps. Alors, je vais vous le dire directement, c'est clair qu'un SSD en SLC est le meilleur. Il n'y en a plus en vente, je le dis directement. Ça coûte trop cher à faire parce que vous avez une seule puce mémoire et vous pouvez mettre 3 fois moins de données que sur la TLC. Évidemment, ça coûte cher. Par contre, la MLC, vous en avez pas mal en vente, notamment par exemple le 850 Pro qui est cité dans cet article. Et aussi, vous avez aussi de la TLC qui est quand même de bonne qualité et qui vous offrira des bonnes durées de vie. Alors, ce qui était très intéressant dans cet article, j'y arrive, c'est qu'ils ont testé un 850 Pro et le 850 Pro a fini par mourir après 9100 terabytes de données écrites dessus. Et alors, peut-être que vous vous rendez pas compte de la quantité de données que ça fait, mais je vais vous donner un exemple. J'ai un 950 Pro, en NVMe d'ailleurs, de 512 Go, que j'ai depuis un peu plus d'1 an. Ça fait vraiment un peu plus d'1 an. Je vous invite à regarder la quantité de données que j'ai écrites dessus. Voici le logiciel de Samsung qui permet de le voir. Et vous voyez que j'ai écrit 8,8 Tera de données dessus depuis 1 an. Donc ça veut dire que si vous voudriez atteindre les 9000 Tera du 850 Pro qui est mort ici, il faudra un petit moment. Genre un bon petit moment. Alors, j'ai aussi un 850 Pro pour être plus exact. Et je l'ai là par contre depuis... ça va faire un peu plus de 2 ans et demi, je dirais. 2 ans et demi, ouais. Et j'ai écrit 24,8 Tera dessus, 24,6 Tera dessus. Et j'avais Windows dessus à une époque, pour information. Et malgré 2,5 années d'utilisation, vous le voyez, 24 Tera, on est encore très loin. Alors, ça, c'est un exemple un peu exagéré parce qu'évidemment, c'est l'un des meilleurs SSD sur le marché pour ça. Mais ils avaient aussi d'autres exemples assez intéressants. C'était au niveau, par exemple, de OCZ qui avait un SSD qui est mort après je ne sais plus combien de Tera. Vous avez le BX200 de Crucial qui était mort après. Il le marque un petit peu. Alors voilà, là, ici, il le marque. Donc le BX200 était mort après 187 terabytes de données. Alors là, c'est beaucoup moins impressionnant d'un coup. Mais 187, c'est quand même bon, comme j'ai pu vous le montrer avec ces chiffres-là. Donc 24 Tera en 2 ans. Pour atteindre les 187 Tera, ben, vous êtes là pendant encore un bon petit moment. Ce qui est d'ailleurs 2 fois ce qu'avait la durée de vie annoncée par le constructeur, qui était de 80 terabytes, pour information. Et il y avait aussi d'autres petits chiffres sur les autres SSD. Donc c'est franchement, vous avez aussi par exemple le SanDisk Extreme Pro qui avait duré 2200 terabytes, ce genre de choses. Donc une chose qui est sûre, c'est que les TLC sont encore moins bonnes. Il me semble que le BX200 est en MLC, donc il faut le préciser. Donc un SSD en TLC, selon ses estimations, durerait quand même pas mal de temps. Même si, imaginez qu'un SSD en TLC dure que 40 terabytes, ce qui est 2 fois moins que ce Crucial BX200, qui est un SSD vendu pas très cher, qui est normalement en MLC, si je ne m'abuse, et qui est annoncé à 80 terabytes. Donc 2 fois moins. Ok? Eh bien, 40 terabytes, selon ces chiffres-là que je vous ai donnés là, que j'ai utilisé. Donc j'avais Windows dessus, j'avais Minecraft qui a écrivé des données dessus. Je mettais quand même pas mal de trucs dessus. 24 terabytes, donc ça veut dire qu'il vous faudrait 4-5 ans pour arriver à foutre à bout votre SSD. Et le truc, c'est que vous le verrez à l'avance. Donc, franchement, arrêtez de vous inquiéter au niveau de la durée de vie des SSD, franchement. À part si vous commencez à enregistrer des vidéos dessus tous les jours qui font plusieurs centaines de gigas, vous n'aurez aucun problème, ok? Vous pouvez mettre Windows sans problème dessus, ne vous inquiétez pas. Je pense que il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'articles comme ça qui commencent à arriver parce que ces SSD, pour atteindre 900 terabytes de données, il faut beaucoup de temps. Bien souvent, ils laissent ces SSD-là branchés pendant 1 an sur une machine qui fait que écrire des données. Du coup, il faut du temps avant de tester ça, mais à chaque fois, le test indique la même chose, c'est que les SSD durent beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Et on n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. C'est un peu comme les clés USB, parce qu'au final, les gens s'inquiètent, mais les clés USB utilisent aussi de la mémoire, comme on peut avoir dans les SSD. Et pourtant, les clés USB, moi j'ai des clés USB qui ont duré, mais... Il y a des gens qui ont encore des clés USB qui ont duré plus de 10 ans. Et un truc qu'il faut aussi savoir, c'est que plus un SSD est grand, plus il aura une grande durée de vie. Parce que vous avez plus de cellules mémoire dessus. Si vous avez 256 Go d'espace sur le SSD... comparé à 512, suite 512 a 2 fois plus de puces mémoire,
toute logique. Du coup, si vous prenez encore en plus un plus gros SSD, parce que là, le 850 Pro qu'ils ont testé, c'était juste un modèle 256 Go. Donc si vous prenez le modèle 512 Go, il a en théorie 2 fois plus de durée de vie. Donc franchement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Juste prenez, si possible, un SSD en MLC. Hein, c'est toujours précisé sur le site de vente. Mais un SSD en TLC n'est pas si grave que ça. Surtout si dans 4 ans, vous allez de toute manière le remplacer. Donc voilà. Dans 4 ans, il y aura des SSD 3-4 fois plus gros pour le même prix. Donc vous le remplacerez forcément. On le sait tous ici. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Je voulais juste... Voilà. C'était un article très intéressant, je trouve. Et je pense que ça démontre encore une fois qu'on n'a pas besoin de trop s'inquiéter de la durée de vie. Évidemment, vous avez des gens qui vont dire « Oui, mais mon disque dur, je l'ai depuis 10 ans. Ton SSD, là, il serait déjà mort. » Évidemment, mais c'est pas la même chose. Voilà. Personne ne gardera un SSD de 10 ans de toute manière. Les gens remplaceront leur PC d'ici là. Bref. Merci à tous d'avoir regardé du coup ce nouveau Texama Show. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis salut à tous.